Lorsqu'on parle déjà de la richesse, c'est un capital, c'est un potentiel, c'est un don, c'est un trésor qui peut être que dispose quelqu'un pour essayer d'assouvir à ses besoins les plus élémentaires. Et il faut dire qu'il faut aussi relativiser le concept de la richesse, parce que la richesse varie de l'un à l'autre. Donc, diront, c'est lorsque j'ai des milliards dans mon compte bancaire que je suis riche. D'autres diront que c'est parce que je suis l'enfant le plus intelligent que je suis riche. D'autres diraient que c'est parce que j'ai des terres que je suis riche. Donc la notion de la richesse, au-delà d'une définition basique, mérite d'être relativisée et expliquée aux téléspectateurs pour voir les dimensions de richesse et des fortunes que dispose chacun selon sa position dans la société. Vous savez, dans la vie, nous naissons, nous grandissons à l'entame. Donc, sont nés dans une famille mirobolante, où déjà les parents sont déjà des fortunés, ils leur laissent déjà des héritages, ceux-là ne font pas grand effort avant de pouvoir s'accomplir. Ceux-là, ils peuvent déjà dire qu'ils ont déjà réussi a priori. Donc, ils naissent dans des familles entièrement pauvres, pour ne pas dire misérables, et ce sont eux qui deviennent l'étoile de la famille. D'aucuns grandissent ou naissent dans des circonstances mitoyenne, aussi bien entre la pauvreté et la richesse, il arrive donc à s'accomplir. Et donc, pour expliquer la notion de la prospérité, il faut dire que tout le monde est né riche. Nul n'est venu dans ce monde pauvre. Mais malheureusement, c'est parce que nous n'arrivons pas à découvrir le potentiel en nous qui faisons que nous nous accroupissons dans notre misère et on dit que Dieu nous oublie. Je vous donne des exemples. À titre illustratif, celui qui est un handicapé, il a des handicaps, il a des difficultés, il est né, il n'a pas d'espoir, mais il a pu quand même croire en son génie, le potentiel qui est en lui. Il a fait confiance en lui-même. Il a découvert en réalité son ikigai, qui est déjà la capacité en lui de pouvoir retrouver le potentiel, de l'énergie positive qui brille en lui, qui pourra donc lui permettre de pouvoir arpenter les grands défis. À partir de ce moment, celui-là, il va commencer par développer des actions qui, spontanément, vont générer des éléments de succès en lui. Et c'est là, il finira par découvrir. Et lorsque vous ne vous intéressez pas à aller lire son histoire, son parcours, vous semblez commencer par dire non, il est rentré dans des sectes, il a fait des pratiques occultiques, ésotériques, c'est pour ça en réalité il est devenu riche. Je dis que c'est absurde. L'autre chose, il faut apprendre à faire du réseautage. L'un des secrets de la prospérité, c'est aussi apprendre à identifier les types d'amis et quel type d'environnement il faut donc coopérer. Parce que lorsque vous côtoyez des gens qui sont beaucoup plus leaders dans la procrastination, qui ne croient jamais en rien, qui croient peut-être aux effets du charlatanisme, qui croient aux effets de la sorcellerie, mais qui dorment à longueur de journée et qui ne font rien, comment est-ce qu'ils peuvent en réalité avoir du résultat? Et donc, c'est déjà croire en soi que l'on a du potentiel et qu'on est né pour réussir. Et que la réussite des autres, ils n'ont pas deux têtes, c'est que moi-même je peux l'avoir. Et dès le moment où tu le penses, tu commences par faire de petites choses. L'autre clé aussi qu'il faut aussi énumérer, c'est déjà également avoir la notion de la planification. En parlant de la planification, ça fait appel à la notion de l'économie financière. La bonne gestion de vos petites ressources. À titre illustratif, voyez-vous, moi j'ai connu des gardiens, c'est-à-dire des agents de sécurité qui n'ont que 50 000 francs de salaire. Mais ils ont pu s'acheter une parcelle, ils ont pu se construire une maison. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils sont venus d'une famille déshéritée et qu'ils vont loin. Dès le moment qu'ils ont cette vision, ils ne développent que leurs dépenses que sur la base déjà de leur orientation, de la base de leurs revenus. Mais le riche qui gagne, a priori riche, je me dis a priori riche parce que lui qui est un peu fortuné par rapport à l'agent de sécurité, il n'a pas une notion de planification. Il achète tout à tout moment. Il ne sait pas comment faire de l'épargne. Il ne sait pas comment mettre ceci, comment faire ça. À tout moment, il est dans les bars, il est dans ceci, il est dans ça. Il est un homme charitable. Oui, apparemment, il dépense plus qu'il n'en économise. Et donc, quand les situations surviennent, il se surprend parfois de se retrouver dos au mur et n'arrive à rien faire. Pendant ce moment, il passe tout ce temps à briller au vu de tous. Il est acclamé. Il a de la gloire sociale, sont tenus de notre réalité sociologique, mais au fond,
tu vas te rendre compte qu'il suffit qu'une ou deux situations surviennent, il est entièrement aplani. Il n'arrive pas à y faire face. Il finit mal et il meurt dans une précarité totale. Et on se surprend de dire, mais il avait des maisons, il avait des appartements, il avait ceci, mais il suffit qu'il est mort, ses enfants sont devenus ci, cet enfant de ça. Donc, entre autres visions de prospérité, c'est déjà, comme je vous le disais à l'entame, croire en soi. Et donner, avoir de la rigueur dans la gestion financière, avoir une vision, travailler pour, mais ne jamais perdre de vue les objectifs, quelles que soient les difficultés. Parce que lorsque vous commencez déjà par gagner et vous avez une vision, vous avez un objectif, les problèmes surviennent et vous avez tendance à vous désemparer, à vous décourager et en ce moment, vous commencez par passer à côté de la plaque. Donc, pour réussir dans la vie, il faut déjà compter sur soi-même, savoir que tous les autres avantages que vous avez, que vous soyez né dans une famille où les parents soient aisés, ce n'est que des potentiels, ce sont que des caractéristiques environnementaux qui pourraient participer à l'éclosion. Parce que chacun a son heure dans la vie. Vous pouvez réussir à 10 ans, quelqu'un peut réussir à 20 ans, d'autres à 50 ans, et même d'autres à 90 ans. Mais pendant que vous réussissez à 30 ans, vous avez des belles maisons, vous avez des belles voitures, parce que là, vous résumez la richesse ou le succès de la vie au bien matériel. Quelqu'un a peut-être 50 ans, qui apparemment a une petite moto, mais a une paix intérieure. Il a une famille qui le rend heureux et il investit le peu dans ses enfants. Lui prépare une richesse postérieure. Alors que vous finissez, vous cassez la pipe à l'âge de 35 ans parce que vous avez précocement découvert votre fortune. Vous développez des vies de vices et là, très vite, les énergies négatives vous enrobent et vous attirent de l'âme. L'âme est désormais souillée et a besoin d'aller au repos. Et c'est ça. Vous voyez certaines personnes qui réussissent très vite et à un moment donné meurent, certains jeunes meurent. On a tendance à toujours l'assimiler compte tenu de notre culture ici au Bénin et par ailleurs que cela est aussi dû peut-être à de la sorcellerie. Ça fait appel à une dimension d'un autre appel sur l'interview qu'on pourrait peut-être aborder, sur la notion bien évidemment de nos degrés de succès et quand devons-nous atteindre notre succès. Certaines personnes forcent le destin. Vous êtes appelé à avoir une planification organisationnelle de votre réussite et parce que vous êtes trop ambitieux, plus que votre capacité, votre ami fait, vous ne connaissez pas lui, sur quel ikigai lui il est venu, quel est son secret de prospérité et vous l'enviez. Pendant ce temps, vous êtes obligé de commencer par rentrer dans des subtilités, dans des combinaisons qui ne sont pas en harmonie avec votre planification et votre édification sociale. Pendant que vous parvenez à le faire, c'est que là, vous semblez obtenir plutôt ce que vous êtes censé obtenir dans un délai. Et puisque vous n'êtes pas préparé pour, quand vous obtenez cette fortune, vos comportements ne sont pas assimilables à la bonne gestion de ce que vous venez d'obtenir. Et ça fait qu'en réalité, vous êtes dans l'imprudence, vous êtes dans l'agitation, et par ricochet, les énergies négatives qui cherchent à s'accaparer et à éclore auprès des personnes imprudentes, vous utilisent et essayez donc d'avoir raison sur vous. Et c'est ça, le phénomène des mots buts, qui sont aussi liés en réalité aux échecs que nous pouvons obtenir chez certaines personnes. Sinon, au fond, tout le monde est né riche. La dimension spirituelle, biblique, vous dira qu'en réalité que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tant que nous y croyons, tout ce que nous faisons, nous sommes des hommes de bonté. Mais pourtant, vous ne me direz pas que quelqu'un qui ne travaille pas puisse rendre riche. C'est absurde à la limite. Mais dans une famille, tout le monde n'est pas appelé à avoir de l'argent. Sinon, la société ne sera pas équilibrée. Vous allez voir dans une famille de 5, c'est une seule personne peut-être qui est immensément riche. Et les 4 autres, quelqu'un est là, lui n'a rien, mais il est sage. C'est lui qui vient décanter les petits problèmes qui surviennent dans la famille pour dire, écoutez, faisons ceci, faisons ça. Lui, il est d'une dimension, d'une richesse qui est au-delà même de la dimension matérielle. Mais quitte à celui qui a la gloire de la richesse matérielle, de comprendre pour dire, ah non, mon frère, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir la sagesse, moi j'ai eu la chance d'avoir la richesse matérielle, mais je dois venir en aide à mon frère. Et l'autre lui apporte l'aide en termes d'accompagnement spirituel. Quelqu'un peut-être peut être là, et lui son rôle, c'est peut-être être là pour en assurer en réalité, pour prier,
constamment. Lui, il a bénéficié de la richesse spirituelle, d'accompagnement. Il nous prie matin, midi, soir. Et ça permet à la famille d'être solidaire, de ne pas avoir les attaques des énergies, des ions négatifs. Donc, lui aussi dispose d'une richesse. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, si on ne perçoit pas, on ne fait pas une clarification des types de richesses, on risque de se confondre. Et c'est pour ça que je vous ai dit à l'entame qu'il faut relativiser la notion de la richesse et la notion de la prospérité. Pour moi, être riche, c'est déjà lorsqu'on identifie en soi le potentiel qui participe à notre paix intérieure et participe à notre éclosion et notre édification sociale. C'est en ce moment que l'on devient riche. Sinon, tout ce que vous aurez fait sur terre serait que vain. Lorsqu'on parle d'un salarié, du salaire, même comme le dit, j'aime bien le dire, c'est un salaire. Vous allez voir en réalité, aucun salarié a priori ne peut être un peu stable. Parce qu'en réalité, il est dépendant. C'est vrai qu'il a des revenus fixes mensuels qui lui permettent de se donner une planification pour faire face à ces différentes charges, mais il s'aménuise. Et vous ne verrez jamais aucun chef d'entreprise vous fixer un salaire si déjà il n'a pas l'assurance que vous avez la capacité de produire 2 ou 3 fois ce que vous êtes appelé à avoir comme revenu mensuel. Et donc, lui, il est un capitaliste. Il est un capitaliste, il vous met, mais tout le monde n'a pas la capacité. Le leadership entrepreneurial est une dimension qui n'est pas accordée à tout le monde. Il faut être endurant, il faut avoir de l'innovation, il faut avoir le goût du travail bien fait, il faut avoir aussi la carrure de supporter les échecs, de savoir tomber, de se relever. C'est tout un ensemble de choses. Et vous allez voir que la vie entrepreneuriale n'a jamais été facile. Puis si c'était aussi si facile, tout le monde aurait voulu être entrepreneur. Et donc, étant donné que tout le monde n'arrive pas à vite identifier le potentiel en lui, on voit que le chemin le plus facile pour subvenir aux besoins les plus élémentaires, c'est aller vers l'employabilité, aller servir autrui. Oui, évidemment, on ne peut pas en vouloir. Certaines personnes sont passionnées pour servir. On ne peut pas être tous des maîtres à bord. On se comprend. Et donc, ce que moi j'ai toujours dit, c'est toujours bien de passer par le monde de l'employabilité. Si tant est que vous en avez l'opportunité, allez faire cette expérience. Parce qu'en réalité, vous apprenez de vos aînés. Vous savez comment le patron, lui, s'échine parfois même pour vous payer ce salaire. Quand il finit d'enlever les charges fixes, etc., etc., il a besoin d'un personnel, il a besoin de travailler, il a besoin des collaborateurs. Oui, toutes ces personnes. Mais il ne faut pas vous cloisonner pour estimer que vous avez atteint votre niveau de succès. Parce que lorsque vous le faites, vous n'avez pas une vision prospective. Le temps, vous aménuisez votre temps. Vous investissez de votre énergie, vous réduisez votre corps physique. Et par rapport à votre capacité de revenu, vous n'avez pas des à côté pour compenser en termes de soins sanitaires. Ça fait que vous tuez pour une entreprise. Évidemment, je ne dis pas que vous tuez. Vous servez une entreprise dans laquelle vous retenez, vous avez en retour des revenus. L'entreprise, elle prospère, mais vous êtes en train de vous dépiécer physiquement, émotionnellement, moralement. Et donc, c'est une question de choix. Moi, quand j'arrive à cette dimension, j'aime pas en réalité trancher sur la question parce que je me dis, nous-mêmes en tant que chef d'entreprise, on a besoin d'avoir des collaborateurs. Mais l'idéal aurait été qu'après un moment, il faut avoir une planification dans sa carrière professionnelle. Combien de temps je vais faire en entreprise à essayer d'apprendre, parce que dans nos systèmes de formation, on ne nous a pas enseigné à la vision entrepreneuriale. Un peu comme dans le système anglophone, sur lequel nous on a implémenté, et on a compris qu'en réalité, qu'on a un pas par rapport au monde francophone. Ça voudrait dire qu'il faut déjà aller s'essayer, aller apprendre sur le tas, comment les choses font, comment les choses se font, etc., etc., avant de venir trouver le capital, commencer par se préparer. Et contrairement à ce que tout le monde dit, on peut commencer par venir en entrepreneuriat avec 0 francs, je dis que c'est du leurre. Que nul ne vous enseigne cela. On ne peut jamais commencer une entreprise avec 0 francs. Il faut être optimiste et il faut être réaliste. Mais c'est de croire que tant qu'on a une idée novatrice, une idée, et comment on appelle, nouvelle, qui pourrait quand même résoudre un problème de la société, elle demeure une idée entrepreneuriale, mais c'est d'être accompagné par les managers que nous sommes pour venir vous dire
les études de préfaisabilité, vous aider dans les études de préfaisabilité, de faisabilité, et savoir à peu près comment maturiser et pour opérationnaliser cette idée entrepreneuriale. Bon, quant aux salariés, je ne peux que souhaiter beaucoup de courage parce que, évidemment, quand l'employeur investit ou le chef d'entreprise investit, il attend un certain nombre de chiffres d'affaires. Vous êtes des collaborateurs, vous êtes payés pour votre travail doit se faire bien. Et je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler aussi aux salariés que aucune servitude n'existe dans la vie. Tout a un prix à payer. Lorsque vous êtes en position d'employé, vous semblez être marginalisé, vous semblez être surexploité, vous semblez être à la limite dominé ou démystifié. Non. Vous gagnez parce que la seule richesse dont vous disposez, c'est pour vous. Toutes les pressions que le chef d'entreprise vous donne, il développe en vous des aptitudes d'adaptation sociale. Toutes les formes de menaces, les demandes d'explication, que dis-je à la limite, des injures, des incompréhensions, vous allez voir qu'en réalité, si vous arrivez à faire un profil bas, si vous soutenez et vous transformez toutes ces observations en des leçons de vie, vous verrez qu'en réalité, vous devenez une meilleure version de vous-même. Le jour où vous décidez de prendre congé de cet employeur et de reprendre votre vie, vous avez notre lecture de la vie. Simplement parce que vous auriez découvert qu'en réalité, vous étiez où. C'est comme si vous-même, vous vous méconnaissez. Vous réveillez de votre monde et vous développez des aptitudes qui vous surprennent vous-même. Et vous dites, c'était où? Je l'ai appris où? Non, vous le devez à votre maître. Qui était votre employeur? Donc, c'est parce que vous avez eu la capacité de développer un mindset fort qui vous a amené à comprendre qu'il faut, entre un reproche et ce qui se dit, quelle est la marge de différence et qu'est-ce que je gagne en retour? Vous avez pu transformer les difficultés en des opportunités. C'est ça qui a fait de vous un meilleur chef d'entreprise. Mais malheureusement, force est de constater que beaucoup de personnes cloisonnent dans leur monde. Ils se disent, écoutez, on est fouetté dans nos égos, on n'a pas l'esprit d'humilité, on n'a pas l'esprit d'apprentissage, on est pressé de réussir. Entre le peu de salaire qu'on nous paye, nos charges de vie sociale, nos difficultés familiales, nos difficultés sociales, notre appartenance sociale, etc., font qu'en réalité, le jeune est instable. Il ne veut pas faire profil bas pour écouter. Et il veut même se résigner contre son employeur, sans qui lui ne peut même exister pour le moment. Et donc, il est tenu de comprendre que ce que l'employeur lui dit, ce n'est pas mauvais, c'est d'abord pour son bien. Et c'est la même chose dans l'éducation parentale. Vous allez voir, quand un parent protège son enfant, ne va pas faire de telle camaraderie, ne fréquente pas tel lieu, etc., vous allez voir que l'enfant, à l'âge de puberté, semble penser que les parents lui mettent la pression et qu'on ne lui accorde pas une liberté. Mais quand il franchit et il arrive à respecter minutieusement les différentes recommandations des parents et il réussit dans la vie, il est le premier à revenir voir ses parents pour dire « j'ai besoin de ta bénédiction ». C'est la même chose dans le monde entrepreneurial, c'est la même chose dans le milieu professionnel. Mais il faut que suffisamment les gens soient enseignés. C'est pour ça que nous, on a mis sur pied, en réalité, un module qu'on appelle, l'éducation sur les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que l'université forme pour les savoirs. Mais il y a le savoir-faire et le savoir-être qui manquent pour créer en réalité la croisée entre les bonnes compétences intellectuelles et les compétences d'une bonne collaboration en entreprise, gage d'une prospérité partagée. Parce que quand vous ne produisez pas de bons résultats, vous ne pouvez pas répartir les dividendes pour permettre à chaque producteur de cette richesse-là de pouvoir vivre sereinement pour être toujours heureux. Mais une âme qui ne capte pas des ondes positives en termes de réjouissance, en termes de sourire, etc., ne peut pas prospérer dans la vie. C'est pour ça que nous enseignons aux chefs d'entreprise de pouvoir créer une seconde famille sociale dans leur milieu professionnel. Malgré les difficultés, ils doivent faire appel en réalité à des professionnels qui viennent entretenir ce personnel, leur expliquer le bien fondé de ce qu'ils gagnent
et les encourager afin de les motiver à pouvoir persévérer dans le délai pour dire, écoutez, vous êtes ici, vous n'êtes pas appelé à être là indéfiniment. Mais tel vous servez aujourd'hui votre maître, tel vous serez donc servi demain. À l'employeur aussi de savoir que, tout comme l'employé est en train de bien le servir, malgré la précarité, malgré les difficultés, il est aussi tenu de le motiver par des petits éléments pour qu'il soit davantage heureux, pour mieux s'investir à créer aussi de la richesse. C'est cela qui fait la vie. C'est cela qui fait en réalité la société. Et nous, au niveau donc du Code Africa Consulting, nous nous attelons à accompagner beaucoup plus d'entreprises, à pouvoir corriger toutes ces insuffisances que nous venons donc d'énumérer en termes donc de vie entre l'entrepreneuriat et le salarié.